Bonjour tout le monde! Après une première vidéo cinéma, me revoilà dans la littérature. Alors les deux premières vidéos que j'avais fait sur cette chaîne parlaient des Goncourt, donc même s'il y avait quand même une dimension critique, j'ai contribué à mettre en lumière des œuvres qui ont déjà eu une exposition médiatique importante, donc je me suis dit pourquoi pas cette fois-ci présenter des œuvres qui n'en ont pas trop eu et qui mériteraient un peu plus de lumière, donc je me rachète avec ce petit format, avec 3 livres que j'ai envie de vous présenter, qui n'ont pas eu un immense succès, qui ont parfois été chroniqués à la radio, mais je pense qu'on n'en a pas trop entendu parler. Vous avez été plusieurs en commentaire à me suggérer cette idée de vidéo en fait sur des pépites passées un peu inaperçues que j'aurais repérées, donc merci pour cette idée, je vous écoute. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, je ne prétends pas être experte de la littérature contemporaine, loin de là. C'est d'ailleurs des livres qui sont parus dans 3 maisons d'édition relativement bien diffusées. Si vous connaissez des maisons d'édition moins connues, n'hésitez pas en commentaire à m'en présenter. Donc voilà, je ne suis pas experte de littérature contemporaine, c'est seulement 3 livres que moi j'ai trouvé vraiment bien et pas très mis en lumière, donc voilà. Et puis aussi l'année dernière, rien qu'entre le mois d'août et le mois d'octobre, il y a eu 484 livres parus, donc il y a une surproduction de livres et même les médias les mieux intentionnés ne peuvent pas parler de tous les livres parus, donc voilà, si il y a moyen de créer un petit bouche à oreille sur des livres moins mis en lumière, c'est parti. Cette année en septembre, il y a eu vraiment énormément de livres autobiographiques, autofictionnels, et donc j'avais envie de mettre en avant des œuvres vraiment d'imagination, de fiction avec ces 3 romans-là, donc il ne me reste plus qu'à vous les présenter. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Dis-moi qui tu hantes de Albin Lefranc, qui est paru aux éditions Verticales en février, je crois. Alors, c'est l'histoire d'un écrivain maudit, raté, un peu culte quand même, grâce à un livre très mystérieux, mais tout ça reste de la fiction. Donc cet écrivain de fiction s'appelle Julien Manat, et en fait, on commence le roman par son assassinat. Et le roman, à chaque chapitre, prend la voix d'un personnage différent qui essaye de nous présenter sa vision de Julien Manat. Donc on a un portrait kaléidoscopique de ce personnage qui se crée grâce à ce système de voix hyper intéressant. Donc cet écrivain, il a écrit un bouquin maudit, bizarre, le genre de bouquin un peu underground qui s'est passé sous le manteau, qui est un peu dérangé mais qui a eu un succès d'estime et qui a rassemblé une communauté de lecteurs autour de lui. La vie de Julien Manat est un mystère et donc sa mort en est un aussi. C'est un livre hybride, formellement hyper intéressant et qui surtout nous présente des visions contradictoires de l'écrivain. Pour certains, c'est un génie torturé, pour d'autres, c'est un alcoolique miné par la page blanche, pour d'autres encore, c'est une sorte d'anarchiste un peu revenu de tout, en guerre contre son époque, pour certains, il est en retard, pour d'autres, en avance. Donc on a vraiment une vision très particulière, très intéressante, toujours en contradiction de cet écrivain. Et nous-mêmes, on se forge un peu notre propre portrait de Julien Manat. Par exemple, je vous cite un moment qui m'a marqué, un des personnages dit: je lui donne un rôle peut-être trop important, mais je le vois charismatique dans toutes les époques, à sa manière très singulière. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque époque, il finit massacré. C'est son lot. C'est ce qu'il cherche de toutes ses forces. Il avait pris pied dans la barque de l'espérance artistique, moyen le plus sûr de déchoir. Il était entré en littérature comme en religion. Il lui avait tout sacrifié. Il aurait tué, métaphoriquement parlant, pour une virgule mal placée, un manque de respect pour ces dieux sévères et invisibles, ces dieux très lointains, ces dieux qui le maltraitent. Donc cet écrivain un peu maudit, il convoque les images de Baudelaire, de Bukowski, des poètes torturés. Et donc Albin Lefranc, il questionne aussi le mythe de l'écrivain culte, de l'écrivain maudit. Est-ce que c'est des figures si positives que ça? Chaque voix essaye de percer son mystère, donc ça donne un roman qui est très nébuleux, très hypnotique, et qui, moi, m'a pas mal passionnée en fait, et auquel je repense très souvent. C'est la Manon du montage, je m'épose pour vous dire qu'en fait c'est marrant, mais après cette vidéo j'ai commencé un autre livre qui s'appelle Hommage de Julien Pérez, et en fait c'est le même principe que le livre d'Alban Lefranc où on suit, en fait on a un portrait d'un personnage à travers les différentes voix des personnes qu'il côtoie, et en fait je me rends compte que j'adore ce genre de livre. Je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, je sais pas, un livre de voix. Si jamais vous avez en tête d'autres livres de ce genre, dites-le moi en commentaire parce que je sens que ça va être une nouvelle obsession pour ma part. Donc autant en faire profiter le plus de monde possible. La vidéo reprend maintenant. Le deuxième roman dont je vais vous parler, il ressemble un petit peu au premier parce que moi j'avoue que le motif de l'écrivain mystérieux,
j'adore, voilà, c'est un thème de fiction que j'aime beaucoup. Mais c'est sur un ton très différent cette fois-ci avec Dario Ferreri et La récréation est finie. C'est traduit de l'italien par Vincent Reynaud et c'est sorti aux éditions du Sous-sol en août. Alors cette maison d'édition, elle est spécialisée dans les romans un peu hybrides, un peu mystérieux, qui aiment bien tester des choses formellement un peu nouvelles. Vous avez sûrement entendu parler de Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Lyon qui a été un best-seller surprise et qui mêlait comme ça plusieurs types de documents en fait à l'intérieur de la narration. Et donc La récréation est finie mêle deux histoires, celle de Marcello qui est une sorte de trentenaire un peu éternellement étudiant et pour cause en fait il est doctorant, important comme nuance, doctorant en littérature et il étudie Tito Sella, la vie de Tito Sella, qui est un écrivain ancien terroriste d'extrême gauche qui a écrit des romans notamment en prison. Mais Marcello, c'est un peu un loser, voilà, il travaille un peu en dilettante, il trouve un peu des occasions de pas travailler et il obtient son contrat doctoral par un concours de circonstances assez drôle. Et donc Dario Ferreri, il nous plonge d'un côté dans la vie de Marcello et de l'autre dans la vie de Tito Sella progressivement. C'est-à-dire qu'on commence l'histoire vraiment avec Marcello, avec l'étudiant. Et c'est hyper drôle. C'est un roman hyper drôle sur l'université, sur ce monde, voilà, qui a ses règles, ses lubies, ses étranges... Ouais, ces étranges hiérarchies aussi, ce monde de requins où il faut se battre pour avoir une place tout le temps, qui est un miroir de notre société, mais qui a quand même ses propres caractéristiques assez étonnantes. Je peux pas résister à l'idée de vous lire un petit passage qui donne le ton. Donc en fait, il y a un des personnages qui connaît très bien les codes de l'université, qui enseigne, qui apprend à Marcello à écrire un article universitaire. Moi ça m'a fait marrer, je vous le lis. Ensuite, tu dois positionner tes recherches par rapport aux travaux des gens dotés d'un minimum de pouvoir qui ont traité, parfois de manière indirecte, parfois il y a 20 ans, le même sujet que toi. Avant tout, tu dois citer les personnes importantes sans lésiner sur les superlatifs. Celles qui sont très proches de ton prof et celles qui, pour une raison ou une autre, t'intéressent. Sans lésiner sur les superlatifs, c'est dire des choses comme on fait référence ici à la contribution fondamentale de machin. On partira de la définition incontournable de truc. Il s'agit naturellement du texte lumineux de bidule. Ensuite, tu dois citer toutes les personnes dont tu veux qu'elles sachent que tu les respectes et auxquelles tu tiens à rendre hommage, mais qui ne s'attendent pas aux superlatifs. Des personnes moins importantes, mais tout de même proches de ton prof, ou importantes, mais appartenant à un autre groupe, et ainsi de suite. Donc voilà, on a un petit peu tout ce qui fait le sel de l'université, ces hiérarchies étranges, ce système un peu de mafia autour des profs importants. Bon, moi j'ai trouvé ça assez marrant. Et au fur et à mesure des recherches de Marcello, l'histoire de Tito Sella prend de plus en plus de place. Parce qu'il commence à s'identifier un peu à ce personnage. Lui-même a progressivement une nouvelle conscience de la littérature, de l'engagement d'un écrivain. Donc il se questionne quand même tout au long du livre. Sous couvert d'humour, c'est quand même un livre qui pose de très intéressantes questions sur la distinction culturelle, sur la façon dont les gens s'approprient les œuvres, qu'est-ce qu'elles révèlent de nous, qu'est-ce qu'elles révèlent de notre sociologie. Je trouve qu'une des forces de ce roman, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de questionner la culture à travers des personnages. C'est-à-dire que chaque personnage incarne de façon assez subtile une conception de la culture. Donc voilà, les amateurs de la distinction de Bourdieu seront servis. Il y a vraiment plusieurs visions de la culture qui viennent s'opposer à travers des personnages. Donc c'est pas seulement un roman drôle, un roman d'enquête, il y a aussi une réflexion vraiment intéressante là-dessus. C'est un roman hyper attachant que j'ai lu cet été. C'est un livre assez drôle et féroce quand même, mais tendre, sur les écrivains, sur le monde universitaire, sur les intellectuels. Voilà, un pamphlet assez savoureux quand même. Et le dernier livre dont je vais vous parler, complètement différent, ça s'appelle Comme un tigre de feu de Baptiste Touvray et c'est sorti aux éditions Flammarion en début d'année aussi. Alors là, on est plongé dans la Chine médiévale du 7e siècle, dans une histoire entre Alexandre Dumas et Game of Thrones, dans lequel on assiste à une lutte des clans après la chute d'un empire. Je reprends mes notes parce que l'histoire n'est pas si facile à résumer que ça. On a un archer qui vient d'une famille rivale à celle de l'empereur, on a un paysan qui a déserté le combat et qui va rejoindre un peu des rebelles, et on a une princesse exilée chez des nomades et qui est un petit peu à cheval entre la famille royale auquel elle appartient
et à laquelle elle appartient et cet autre peuple. Et en fait, le livre suit ces 3 personnages en alternant chapitre par chapitre leur point de vue. Donc on a vraiment une construction du livre qui ressemble à une série, c'est-à-dire qu'on finit le chapitre toujours un peu sur un cliffhanger, un retournement de situation, mais après on reprend l'histoire avec d'autres personnages, donc on suit leur histoire, on attend la révélation, d'autres s'ajoutent, les histoires s'imbriquent comme ça, et c'est vraiment excellemment bien construit, c'est hyper haletant. Moi, je ne connais rien à la Chine du 7e siècle et j'ai été complètement transportée par ce livre. Alors, j'ai vu une interview de l'auteur qui disait qu'il était hyper réaliste historiquement, qui vraiment s'attachait aux faits historiques. Voilà, si vous êtes passionné d'histoire, c'est un petit plus qui est assez sympathique, je trouve. C'est aussi un livre qui questionne ce qui fait l'union d'un peuple, jusqu'où on peut faire nation et quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir, comment un peuple se divise aussi. Il y a quand même cette réflexion politique qui est émaillée dans le livre. Mais moi, j'ai surtout lu comme un super livre hyper divertissant, hyper prenant, qui est une sorte de Game of Thrones en Chine médiévale, hein, clairement. Parfois, c'est un petit peu complexe quand même, ces différentes histoires qui se mêlent. Moi, je l'ai lu vraiment en quelques jours, je l'ai dévoré. Je pense qu'on peut le lire quand même à partir du lycée, mais voilà, il y a quand même des moments où je me souviens avoir peut-être un tout petit peu noté au début le nom des personnages parce que j'étais un peu perdue. J'ai plus le livre avec moi, donc je peux pas vous lire un extrait, mais la plume de l'auteur voilà, fonctionne à plein régime, quoi. On est vraiment entraîné dans le livre. C'est vraiment une super lecture épique que je vous recommande. Comme Noël approche, wink wink, ça peut être une idée de livre à offrir ou à vous offrir à vous pour voilà, passer des vacances au coin du feu dans une petite lecture qui va vous envoûter, j'espère. C'est bientôt la fin de cette vidéo et c'est aussi la fin de l'année, donc je compte sur vous en commentaire pour me dire vos lectures préférées de l'année, que ce soit des livres très connus hein, qui ont marqué l'année. Moi, mes livres préférés de l'année, sortis en 2025, je pense qu'il y a Mon vrai nom et Elisabeth d'Adèle Lyon que j'ai cité. Il y a aussi La maison vide de Laurent Mauvignier auquel j'ai consacré une petite vidéo que vous pouvez voir là ou là, un lien va s'afficher. Mais n'hésitez pas à vous emparer de la section commentaires pour proposer voilà, vos coups de cœur, vos coups de gueule aussi, des lectures qui peuvent prolonger cette vidéo, des conseils. Il ne me reste plus qu'à remercier Diane derrière la caméra, comme toujours. Elle fait l'andouille en plus. Et Aurélien et Raphaël pour le prêt du micro. Merci beaucoup à eux. Merci à vous. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. En attendant, lisez bien.